Zooey Deschanel, c'est cette voix douce qui semble protéger un monde intérieur. Une actrice devenue icône malgré elle, entre cinéma indépendant et succès populaire. Une femme dont l'image publique légère, solaire, presque enfantine, a longtemps servi de paravent. Et face à elle, Ben Gibbard, auteur-compositeur, chanteur de Death Cab for Cutie, figure d'une mélancolie moderne, capable de transformer une rupture en chanson que des inconnus écouteront en boucle la nuit pour tenir debout. Ils se rencontrent au moment où chacun incarne une forme de romantisme contemporain. Elle, la fantaisie intelligente d'Hollywood, lui, la pudeur émotionnelle de l'indie rock. Très vite, on projette sur eux une histoire parfaite, comme si aimer les mêmes références suffisait à faire un couple. En décembre 2008, ils se fiancent. En septembre 2009, ils se marient près de Seattle. Et puis, sans éclat, sans grandes phrases, sans guerre ouverte. Le 1er novembre 2011, ils annoncent leur séparation. Quelques semaines plus tard, Zooey dépose une demande de divorce, évoquant des différends irréconciliables. Pendant des années, le public reste à distance. Pas de règlement de compte, pas de détails. Une discrétion presque anachronique. Comme si l'amour, chez eux, avait le droit de finir en silence. Comme si le silence, justement, était la dernière forme de respect. Alors pourquoi maintenant ? Parce qu'à 45 ans, Zooey Deschanel n'est plus seulement un personnage. Elle est une femme qui avance, qui reconstruit, qui s'apprête à écrire un nouveau chapitre et qui, ces derniers mois, parle davantage de ce que signifie refaire sa vie après un premier mariage. On la voit évoquer la pression, les attentes, la fatigue aussi, quand il s'agit de recommencer, de se réengager, avec la maturité de ceux qui ont déjà perdu une fois. Et peut-être que cette nouvelle étape l'oblige à regarder derrière, à remettre des mots sur une histoire restée figée dans le non-dit. Parce qu'un jour arrive où l'on comprend que se taire n'efface rien. Cela déplace seulement la douleur. Lui, Ben Gibbard, a déjà laissé filtrer une vérité simple sur le vertige du début. J'étais juste stupéfait qu'elle me parle. Une phrase presque adolescente. Et pourtant, elle dit tout. L'admiration, le déséquilibre, l'idéalisation. Les ingrédients d'un conte, et parfois d'une chute. Car derrière l'image d'un couple évident, que s'est-il réellement passé ? Qu'est-ce qui se fissure quand deux artistes, chacun à sa manière, vivent sous le regard des autres ? Et qu'est-ce qui reste des années après, quand on croit avoir tourné la page ? Alors une question s'impose. Qu'a-t-elle choisi de ne pas dire jusque-là ? Et une autre, plus dérangeante. Qu'est-ce qui, dans cette histoire, n'a jamais été compris du public ? Enfin, la plus intime. Si Zooey brise le silence aujourd'hui, est-ce pour fermer une blessure ou pour avouer qu'elle ne s'est jamais vraiment refermée ? Ils ne se sont pas rencontrés comme dans un film. Ils se sont rencontrés comme le font souvent les gens déjà pris dans leur vie, par un intermédiaire, au bon moment, dans le bon réseau. Un détail presque banal, mais décisif. Leur manager est le même. C'est lui qui les présente, en 2008. À ce stade, Zooey Deschanel n'est pas seulement l'actrice au charme décalé, elle est déjà identifiée, cataloguée même. La femme à la fois brillante et inaccessible, celle dont on retient la voix, la frange, le regard un peu ailleurs. Elle a joué, elle a imposé une couleur. Et elle commence aussi à prendre une place dans la musique, de manière sérieuse, pas comme un caprice de star. Elle avance, avec cette conviction tranquille. Si elle doit être observée, alors autant choisir sa propre langue. Ben Gibbard, lui, vit dans une autre intensité. Il est déjà, pour des milliers de fans, la voix de la confession contenue. Death Cab for Cutie n'est plus un secret bien gardé. C'est un groupe qui a franchi les frontières de l'indie sans perdre son intimité. Il écrit comme on garde une lettre dans une poche pliée, froissée, relue. Et surtout, il est de ces hommes qui transforment l'émotion en structure, couplet, refrain, silence. Leur premier contact n'a rien d'une démonstration. Au contraire, il y a dès le début un déséquilibre. Pas un déséquilibre de pouvoir, un déséquilibre d'image. Ben l'a déjà vu au cinéma. Il sait qui elle est. Il arrive avec cette admiration qui peut parfois compliquer tout le reste. Il le dira plus tard, presque avec embarras, comme si cette phrase révélait trop. I'd seen her in movies. I was just awestruck that she was even talking to me. Stupéfait qu'elle me parle. Tout est là. Car dans une rencontre, il y a toujours deux récits. Ce que l'un vit et ce que l'autre comprend. Pour Ben, c'est un choc doux. Une actrice qu'il admire, qui n'est pas distante, qui engage la conversation. Pour Zooey, on peut imaginer autre chose. Un musicien intelligent, un homme qui ne joue pas au cynique,
qui ne cherche pas à impressionner, qui écoute. Et ça, à Hollywood, c'est rare. Mais alors, qu'est-ce qui les attire vraiment? Ce n'est pas seulement l'esthétique twee, ni le fantasme d'un couple parfait pour les magazines. C'est une zone plus profonde, la pudeur. Ils ont tous les deux cette façon de cacher la fragilité derrière un art maîtrisé. Elle, derrière l'humour, la légèreté, la musicalité de ses rôles. Lui, derrière des textes précis, presque chirurgicaux, où la tristesse n'est jamais hystérique. Dans les premières semaines, la rumeur court vite. Parce que ce sont deux figures que l'on aime associer. L'actrice qui incarne la fantaisie douce et le chanteur qui incarne la tristesse élégante. Et très vite, le public fait ce que le public fait toujours. Il écrit l'histoire à leur place. Pourtant, eux vont vite, très vite. En décembre 2008, ils se fiancent. 1 an, à peine, après la rencontre. C'est peu, et c'est beaucoup. Quand deux personnes vivent déjà sous pression, l'engagement peut ressembler à un refuge. Une manière de dire « au moins ça, c'est à nous ». Mais ce refuge a un prix. Parce que dès le début, il y a une troisième présence dans le couple, la projection collective. Leur relation devient un symbole, un miroir pour toute une génération qui veut croire qu'aimer les mêmes chansons, les mêmes films, les mêmes références suffit à tenir. Même des articles plus tard reviendront sur cette illusion. L'idée que la compatibilité culturelle garantit la compatibilité intime. Et eux, au milieu, tentent simplement de vivre, de construire un quotidien dans deux calendriers impossibles, de protéger quelque chose de fragile sans toujours savoir comment. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est l'absence de bruit. Pas de surexposition volontaire, peu d'images, peu de déclarations. Comme si, dès la rencontre, ils avaient compris une règle silencieuse. Plus on parle, plus on abîme. Mais pourtant, une question demeure. Une question simple, presque cruelle. Quand une histoire commence aussi vite, aussi intensément, est-ce que l'on apprend vraiment à se connaître ou est-ce qu'on apprend surtout à croire? Pendant un temps, tout semble leur donner raison. Non pas parce que leur histoire est parfaite, personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière une porte fermée, mais parce que, vu de l'extérieur, leur trajectoire monte en même temps, comme deux lignes qui s'élèvent, parallèles. Et quand deux artistes réussissent au même moment, le monde appelle ça un signe. En 2008, Ben Gibbard est déjà une figure centrale de l'indie américain. Mais Def Cab for Cutie franchit une marche supplémentaire avec Narrow Stairs, sorti en mai 2008. L'album arrive au sommet des classements et le groupe devient, pour une génération, une traduction acceptable de la tristesse. Quelque chose d'émotionnel, oui, mais propre, bien produit, exportable. Le public n'écoute pas seulement des chansons, il écoute une manière de vivre. Et Zoé, de son côté, construit un autre versant de la même montagne. Elle n'est pas uniquement une actrice, elle est une tonalité, une présence. Avec She and Him, le duo qu'elle forme avec M. Ward, elle confirme qu'elle n'est pas une comédienne qui chante, mais une musicienne qui écrit, qui choisit, qui insiste. Leur premier album, Volume 1, sort en mars 2008. Puis vient Volume 2 en 2010. On y entend une nostalgie fabriquée avec précision, des mélodies simples mais une intention claire. Elle se réapproprie la douceur, sans mièvrerie. C'est là que leur couple devient un objet culturel. Ils appartiennent à la même époque, au même imaginaire, celui où l'on croit qu'un mariage peut ressembler à une playlist. Une chanson pour l'hiver, une chanson pour la route, une chanson pour réparer. Ils se fiancent en décembre 2008 et moins d'1 an plus tard, ils se marient le 19 septembre 2009 près de Seattle. Cette date pour eux n'est pas un symbole médiatique, elle est un point fixe, une tentative de stabilité, car tout autour bouge vite. 2009 est aussi l'année où Zoé marque durablement la pop culture romantique avec 500 Days of Summer. Le film sort en juillet 2009 et ce qui frappe, c'est que son personnage Summer devient un miroir dans lequel le public se divise. On l'accuse, on la défend, on projette. Comme si Zoé, actrice, devait répondre des choix d'une fiction. Elle porte, sans le vouloir, une part de guerre intime, collective. Comment aimer, comment quitter, qui doit souffrir, qui doit s'excuser. Et pendant que le public débat, elle avance. Elle enchaîne, elle travaille, elle conserve ce calme apparent qui souvent n'est qu'une discipline. Dans son couple, elle est désormais une figure que l'on reconnaît partout. Ben, lui, est un homme dont la voix circule dans les écouteurs de millions de gens. Ils deviennent ce genre de duo que l'on imagine naturel,
parce qu'il est cohérent esthétiquement. Sauf que la cohérence esthétique n'a jamais été une preuve d'équilibre. Dans ces années-là, l'industrie leur demande le contraire de l'intimité. Elle exige du mouvement, des tournées, des calendriers. Le succès n'est pas seulement un cadeau, c'est une organisation. Et un couple, au milieu, doit apprendre à exister entre deux avions, deux studios, deux obligations. En 2011, Descab sort Codes and Keys, en mai. L'album marque une nouvelle période. Moins de guitare, une recherche différente, comme si Ben cherchait à déplacer sa manière de dire. Le groupe continue d'être attendu, commenté, comparé. Même quand un artiste tente autre chose, on lui demande de rester le même. Et c'est aussi en 2011 que Zoé bascule dans un autre type de gloire, la télévision. New Girl débute sur Fox le 20 septembre 2011. Elle y incarne Jess, une héroïne lumineuse, maladroite, attachante, et ce rôle la transforme en figure quotidienne. Ce n'est plus Zoé au cinéma, c'est Zoé chaque semaine. Cette répétition change tout. La notoriété devient un rythme. Quand on regarde cette période, on comprend pourquoi tant de gens ont cru à leur solidité. Tout, à l'extérieur, est en pleine expansion. Le couple traverse les tapis rouges sans drame public. Pas de phrases lâchées au tabloïd, pas de scénario de scandale. Une forme de retenue qui, dans un monde d'exposition permanente, devient presque une élégance. Mais justement, dans les histoires de gloire, il y a souvent une confusion. On prend la maîtrise pour du bonheur. On prend le calme pour de la paix. Et surtout, on oublie une chose simple. Quand deux carrières montent, le couple, lui, doit trouver une place qui ne soit pas seulement une image. Et si ces années-là ont été leur sommet public, elles ont peut-être aussi été le début d'un test silencieux, celui où l'on découvre que l'amour ne se nourrit pas seulement d'admiration, mais de temps, de disponibilité, et de cette attention invisible que le succès, parfois, avale. Au début, on confond souvent la vitesse avec l'évidence. On se dit, si tout va si vite, c'est que c'est vrai. Et pendant un moment, leur couple fonctionne ainsi, porté par l'élan, par l'admiration, par la sensation d'être deux artistes qui se comprennent sans avoir besoin de trop expliquer. Mais alors, quand l'élan retombe, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, ce sont des agendas, des horaires impossibles, des semaines qui s'empilent sans qu'on les voie passer. Et surtout, ce phénomène discret que connaissent beaucoup de couples exposés. La relation devient un troisième travail. Non pas le travail de s'aimer, mais le travail de tenir une image, de protéger une intimité, de gérer ce que les autres attendent. Pourtant, ils avaient choisi la retenue. Peu de déclarations, peu d'étalage. Quand la séparation est annoncée, en novembre 2011, le ton est presque administratif. On parle d'une séparation à l'amiable, et la précision tombe. Pas de tierce personne impliquée, rien de spectaculaire. Juste une phrase qui ferme la porte au fantasme. Cette retenue-là dit quelque chose. Ce n'est pas une explosion, c'est un effritement. Et l'effritement, souvent, commence au moment où chacun atteint un pic différent. En 2011, Zoé est au centre d'un succès télévisé immédiat. New Girl démarre à l'automne 2011 et la série la transforme en présence hebdomadaire, en visage familier, en rythme. Elle n'est plus simplement une actrice, elle devient la fille que tout le monde regarde le mardi soir. Cela exige une disponibilité totale, une énergie continue, un corps qui tient, une voix qui sourit, même fatiguée. Lui, continue d'être en mouvement. Il tourne, il enregistre, il défend un groupe dont le public attend des preuves, tout le temps. Et même quand un musicien est chez lui, il ne l'est jamais vraiment. Il est dans sa tête, dans les chansons, dans une exigence intérieure qui n'a pas d'horaire. C'est ici que les fissures apparaissent. Pas sous forme de cris, mais sous forme de décalage. Mais alors, comment se parle-t-il quand ils ne se voient plus assez? On imagine ces scènes minuscules, presque invisibles, un message laissé trop tard, un appel manqué, une fatigue mal interprétée. Les phrases qui, un jour, deviennent dangereuses parce qu'elles sont répétées. Je suis épuisé, moi aussi. On se voit quand? Je ne sais pas. Et l'amour, lentement, cesse d'être un refuge. Il devient une logistique. Ce soir-là, il n'y a pas forcément eu une grande dispute. Peut-être juste un moment de trop. Une soirée où l'un arrive quand l'autre s'endort déjà. Un dîner repoussé, encore. Un silence qui s'installe. Pas un silence hostile, un silence de survie. Et puis il y a ce point très précis, presque froid, que les documents officiels traduisent en date. La séparation serait fixée au 31 octobre 2011 et la raison invoquée reste celle, classique, des différends irréconciliables. Le mot est violent,
justement parce qu'il ne raconte rien. Irréconciliable ne dit pas qui a fait quoi. Il dit seulement on a essayé et ça ne se rejoint plus. Pour beaucoup, c'est incompréhensible. Comment deux personnes aussi accordées culturellement, aussi cohérentes dans l'imaginaire collectif, peuvent-elles se perdre? Pourtant, la cohérence n'est pas l'intimité. Le goût commun n'est pas la même chose que la compatibilité. Et l'admiration, si elle n'évolue pas, peut se transformer en distance. Celui qui admire n'ose plus. Celle qui est admirée se sent enfermée dans un rôle. Ben avait un jour résumé l'état du début avec une phrase presque trop candide. Il était stupéfait qu'elle lui parle. Or, ce stupéfait peut être une beauté au départ et une fragilité ensuite. Parce qu'à force d'idéaliser, on cesse parfois de voir l'autre tel qu'il est, un être humain, avec ses zones d'ombre, sa fatigue, ses contradictions. Et quand on cesse de voir, on commence à interpréter. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand l'interprétation remplace la conversation? Il se passe une chose simple. On se protège, on s'épargne, on évite les sujets qui font mal. Et l'évitement, chez deux personnes réservées, peut ressembler à de la maturité, jusqu'au jour où il ressemble à de l'absence. Quand l'annonce tombe, début novembre 2011, les articles répètent la même formule. On ne sait pas pourquoi. On sait juste que c'est fini. L'époque, elle, continue. Les épisodes se tournent, les concerts s'enchaînent. La vie publique ne s'arrête jamais, et c'est peut-être là, précisément, l'un des drames silencieux. Leur douleur n'a pas eu le droit de faire du bruit. Et c'est ainsi que la fissure devient rupture, sans scandale, sans récit officiel, sans catharsis partagée. Une fin presque trop propre. Le plus difficile, dans certaines séparations, ce n'est pas la dispute. C'est l'absence de scène finale. Pas de porte claquée, pas de phrase définitive. Juste ce constat, lent, presque clinique. On ne se rejoint plus. Et pour Zooey Deschanel et Ben Gibbard, la crise n'a pas pris la forme d'un scandale. Elle a pris la forme de l'ordinaire, mais d'un ordinaire qui écrase. Des jours qui passent, des efforts qui n'atterrissent plus, et cette impression terrifiante qu'on tient encore la main de quelqu'un, sans sentir sa présence. Le 1er novembre 2011, l'annonce est publique. Ils se séparent. Le communiqué insiste sur le caractère amical de la décision et précise qu'il n'y a aucune tierce personne impliquée. Cette précision, à elle seule, révèle la violence du contexte médiatique. On doit anticiper le soupçon, verrouiller la fiction avant qu'elle ne se forme. Mais alors, si ce n'est pas une trahison, si ce n'est pas un scandale, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une fatigue à deux vitesses. Zooey vient d'entrer dans un tunnel professionnel qui ne pardonne rien. New Girl a démarré à l'automne 2011. Au moment même où son visage devient plus visible que jamais, sa vie privée, elle, se fragilise. Les premières saisons d'une série, ce sont des tournages longs, un rythme absorbant, une pression d'audience qui se ressent dans le corps. Être drôle à l'écran quand on ne l'est plus dedans, c'est un métier. Lui continue son propre cycle. La musique, les tournées, le studio, l'obligation d'être présent, même quand il voudrait disparaître. Quand on écrit des chansons, on a besoin de solitude. Quand on est marié, on a besoin de disponibilité. Et ces deux besoins, parfois, se heurtent. La crise, c'est ce moment où l'on réalise que l'amour n'a pas disparu, mais qu'il est devenu insuffisant pour faire fonctionner le quotidien. Puis vient la deuxième étape, le geste légal. En décembre 2011, Zooey dépose une demande de divorce en citant la formule froide, habituelle, différent, irréconciliable. Et dans les documents, une date apparaît comme un clou planté dans la chronologie. La séparation est fixée au 31 octobre 2011. Ce détail est brutal, parce qu'il montre que la fin n'a pas été décidée en public. Elle a été décidée avant, dans un espace fermé, dans un moment que seuls connaissent. Mais ce qui rend cette crise particulièrement douloureuse, c'est justement le silence autour. Dans d'autres couples de célébrités, il y a des récits, des indiscrétions, des versions. Ici, presque rien. Et ce presque rien devient paradoxalement un bruit. Car quand on ne dit rien, le monde invente. Les fans cherchent des indices dans les chansons. Les magazines relisent les interviews anciennes comme on relit une correspondance après la rupture. Et même si Ben ne transforme pas officiellement cette séparation en album manifeste, l'idée s'installe. Un songwriter forcément écrit. La douleur forcément se déplace quelque part. Pourtant, le fait marquant, c'est la retenue. Une retenue qui peut être noble, mais qui peut aussi être une prison. Parce que lorsqu'on ne verbalise pas, on ne clôt pas, on laisse la fin en suspension. Et au milieu de cette suspension, il y a une réalité très simple. Ils avaient été perçus comme un couple évident.
Leur rupture devient donc pour le public une miniature de désillusion, comme si, à travers eux, on devait accepter que l'esthétique commune ne sauve personne. C'est la troisième étape de la crise. La rupture devient un symbole, et un symbole, ça dévore l'humain. Pour Zoé, la période est particulière. Continuer à incarner une héroïne romantique, drôle, attachante, alors que son mariage s'effondre, c'est vivre un double rôle. Et dans un double rôle, on s'épuise vite. On apprend à compartimenter, on apprend à sourire. Mais le corps, lui, finit toujours par parler. Pour Ben, la crise se glisse dans une autre zone, la pudeur masculine dans la culture rock. Ne pas exhiber sa peine, ne pas commenter, garder l'image de l'artiste au-dessus du drame. Et pourtant, il laissera filtrer une chose plus tard. Au début, il était stupéfait qu'elle lui parle. Cette phrase, relue après la rupture, n'est plus seulement mignonne, elle devient un indice. L'histoire a peut-être commencé sous le signe de l'idéalisation, et l'idéalisation rend la chute plus dure. La crise, enfin, c'est la quatrième étape, le moment où l'on comprend que même une séparation amicale est une fracture. Parce qu'une séparation amicale, ce n'est pas une séparation qui ne fait pas mal. C'est une séparation qui fait mal en silence. Et le silence, parfois, est ce qui laisse les questions ouvertes pendant des années. Après une rupture, il y a 2 temps. Le premier est visible, l'annonce, la date, la signature. Le second est invisible, ce que l'on devient quand on n'est plus nous. Dans leur cas, le visible a été presque trop propre. La séparation est annoncée le 1er novembre 2011, puis vient le calendrier juridique, lent, méthodique, comme une machine qui termine ce que le cœur a déjà décidé. 1 an plus tard, le divorce est finalisé le 12 décembre 2012, selon des documents de tribunal, et l'information est reprise par plusieurs médias au même moment. Mais ce que les papiers ne disent pas, c'est la vraie tempête, celle qui suit, celle où l'on doit continuer à vivre, travailler, sourire, alors que l'intime, lui, cherche encore un langage. Zoé, à ce moment-là, n'a pas le luxe de disparaître. New Girl l'installe dans un succès régulier, une exposition récurrente, presque domestique. Chaque semaine, la même présence à l'écran, la même énergie demandée, la même obligation d'être légère, même quand la vie ne l'est plus. Et c'est peut-être là que son silence public prend tout son sens. Parler de la rupture aurait été ajouter une narration à une narration déjà imposée. Elle jouait une héroïne romantique pendant que sa propre histoire se refermait. Ben, lui, avance autrement. Les musiciens ont une manière spécifique de survivre, ils transforment, ils déplacent, ils déposent ce qu'ils ne peuvent pas dire dans des chansons ou dans la discipline de la route. Des années après, il expliquera dans un échange enregistré, plus tard qu'on doit gérer des émotions complexes et trouver des façons de les déballer par l'écriture, et que pour lui, cela passe par la composition. Ce n'est pas une confession spectaculaire, c'est une vérité d'artisan. Quand une relation se termine, l'artiste ne raconte pas forcément, il désassemble, il cherche des formes. En 2015, au moment où Death Cab for Cutie sort Kintsugi, un album dont le titre évoque l'art japonais de réparer une céramique brisée avec de l'or, Ben parle davantage du contexte émotionnel de cette période, sans faire du sensationnel. La presse musicale souligne alors que le divorce fait partie de l'arrière-plan de sa vie, et que l'album est traversé par cette matière-là, la séparation, l'après, le travail de la réparation. Et c'est là précisément que l'on comprend l'après la tempête. Ce n'est pas un chapitre où l'on oublie, c'est un chapitre où l'on recompose. Zoé, de son côté, reconstruit une vie où l'intimité devient plus concrète que d'image. Quelques années plus tard, elle épouse le producteur Jacob Pechenik, fonde une famille et devient mère de 2 enfants. Il y a dans ce parcours une rupture de ton. On passe d'un couple projeté comme un symbole culturel à une vie où les priorités sont moins lisibles pour le public, mais plus solides intérieurement. Même dans ses prises de parole récentes, elle parle moins de romance que de dynamique familiale, de coparentalité, de l'équilibre à construire, et elle le fait avec cette prudence qui ressemble à une expérience acquise. Ne plus transformer sa vie en matériaux. Pour Ben, l'après prend une autre forme, celle d'un homme qui, au lieu de commenter son passé, choisit de le métaboliser. Les artistes comme lui ne ferment pas une porte d'un geste. Ils la ferment en répétant le mouvement 1000 fois, sur scène, dans un studio, dans un carnet. Ce qui est frappant, c'est que leur silence a eu une conséquence paradoxale. Il a protégé leur dignité, mais il a aussi laissé le public dans une frustration permanente. En décembre 2012,
quand la finalisation du divorce est rapportée, les articles citent encore la formule « différend irréconciliable » et soulignent qu'il n'y aura probablement pas plus d'explications. Or, dans la vraie vie, l'explication n'arrive pas forcément sous forme de phrase. Elle arrive sous forme de transformation lente, la manière dont on se remet à aimer, ou à faire confiance, ou à respirer sans attendre un retour de message. Alors, après la tempête, que reste-t-il? Il reste deux trajectoires qui continuent, chacune de leur côté, sans effacer ce qui a existé. Il reste une leçon tacite. Certaines ruptures ne deviennent pas des spectacles. Elles deviennent des silences structurants, des silences qui, avec le temps, finissent par demander autre chose que la protection. Ils demandent un sens. Et c'est là que la question de la révélation commence à se former. Elle n'a pas crié, elle n'a pas accusé, elle n'a pas réglé ses comptes. À 45 ans, Zooey Deschanel a fait autre chose plus rare, plus dérangeant. Elle a accepté de parler du divorce comme d'une expérience humaine, pas comme d'un feuilleton. Pendant plus d'une décennie, son histoire avec Ben Gibbard est restée enfermée dans quelques dates et une formule juridique. Séparation annoncée le 1er novembre 2011. Divorce finalisé en décembre 2012. Différend irréconciliable. Voilà, rideau. Tout le reste, les nuances, la fatigue, les tentatives, les regrets, n'a jamais existé publiquement. Et c'est précisément là que se situe la révélation. Car ces dernières semaines, alors qu'elle parle de sa vie d'aujourd'hui, de son couple, de ses enfants, de la manière de construire une famille recomposée sans drame, elle lâche, sans l'appuyer, une vérité que beaucoup attendaient sans oser la formuler. On ne sort pas d'un divorce en tournant la page. On en sort en apprenant à vivre autrement. Elle évoque la complexité de se réengager, cette impression étrange que tout le monde regarde quand on prépare un mariage après avoir déjà vécu une séparation. Et dans cette phrase, dans ce ton, il y a une confession indirecte. Le premier mariage n'a pas été un accident médiatique. C'était une vraie vie et une vraie douleur. Mais alors, pourquoi est-ce si important qu'elle le dise maintenant? Parce que Zoé n'a plus besoin de protéger un personnage. À 45 ans, elle n'est plus seulement la fille quirky que le monde a adoré définir. Elle parle avec une maturité presque sans défense. La maturité de quelqu'un qui sait que la dignité, ce n'est pas le silence absolu. C'est le choix des mots. Et ces mots, justement, ne sont pas un récit détaillé sur Ben. Ils sont mieux que ça. Une mise au point sur ce que le public a cru comprendre. Elle dit en substance: après une rupture, on peut choisir la guerre ou choisir l'organisation. La rancœur ou le respect. Dans sa vie actuelle, elle explique fonctionner avec une communication très structurée entre son ex-mari Jacob Pechenik et son fiancé Jonathan Scott, jusqu'à avoir un groupe de discussion commun pour les enfants. Cette image très concrète est une prise de position. Le divorce n'est pas forcément un champ de ruines, c'est parfois un travail de responsabilité. Et là, le passé revient, sans être nommé. Car si Zoé affirme aujourd'hui qu'on peut traverser un divorce sans se détruire, cela résonne avec ce que leur séparation avait déjà laissé entendre à l'époque. Amicale, mutuelle, sans tierce personne. On comprend que ce n'était pas une façade, c'était une méthode, une façon de limiter les dégâts. Pourtant, cette méthode a eu un prix, le prix du non-dit. Et c'est là que la révélation devient intime. Le silence n'était pas un vide, c'était une protection. Une protection contre les projections, contre la tentation du public d'exiger une cause unique, un coupable, une phrase assassine. De l'autre côté, Ben Gibbard, lui, a déjà décrit ce mécanisme pervers. Après un divorce très exposé, les gens veulent relier n'importe quelle chanson à cette histoire, même s'il écrivait, disait-il, sur « le saut à la perche ». Il a aussi été interrogé sur ce que la presse a associé à Kintsugi et à cette période de sa vie. Et puis il y a cette phrase ancienne, presque naïve, mais qui aujourd'hui prend un relief nouveau. Ben disait avoir été stupéfait qu'elle lui parle lorsqu'ils se sont rencontrés. Stupéfait. C'est beau au début, mais après, cela peut devenir une asymétrie, une idéalisation, une pression invisible. Alors Zoé ne révèle pas un secret croustillant, elle révèle autre chose, la nature réelle d'une fin. Une fin sans scandale, oui, mais pas sans douleur. Une fin où l'on s'éloigne parce que le rythme, les attentes et l'usure ont fait leur travail. Et surtout, elle révèle une philosophie. On peut refuser le spectacle. Aujourd'hui, elle parle de l'après-divorce, comme d'un espace où l'on doit apprendre, où l'on doit faire des choix d'adultes. Elle montre que l'on peut aimer à nouveau sans effacer ce qui a existé avant, et qu'on peut regarder un ancien chapitre sans l'humilier. Mais alors, qu'est-ce que cela change pour l'histoire avec Ben? Cela change le regard. Parce qu'au lieu de demander qui a quitté qui,
On comprend enfin ce qu'elle suggère. Ils n'ont pas perdu une bataille, ils ont perdu un équilibre. Et l'équilibre, quand il se casse, ne se répare pas avec une belle photo ou une chanson parfaite. La vraie révélation, à 45 ans, c'est peut-être celle-ci. L'amour peut être sincère et ne pas suffire. Il y a des histoires qui se terminent sans bruit, mais qui continuent à résonner. Pas parce qu'elles cachent un secret, parce qu'elles ont laissé une question ouverte. Zooey Deschanel et Ben Gibbard n'ont pas été un couple scandale. Ils ont été au contraire un couple symbole, et c'est peut-être plus lourd. Un symbole, on le tient à distance, on le regarde, on le commente, on l'utilise pour se rassurer, on se dit, si eux y arrivent, alors l'amour existe comme dans les chansons. Mais l'amour ne ressemble jamais tout à fait à ce que l'on projette. Il ressemble à des choix minuscules, à des jours où l'on se comprend et d'autres où l'on se manque, à des périodes où la carrière dévore l'espace de la conversation, à des silences qui au départ protègent et qui à la fin séparent. Ce que Zoé a fait en parlant aujourd'hui, ce n'est pas réécrire la rupture, c'est réparer le récit. Non pas le récit médiatique, mais le récit intérieur. Car quand on traverse une séparation sans explication, on se retrouve souvent avec une histoire incomplète. Même si l'on a raison, même si l'on a bien fait, même si l'on s'est tenu. Elle ne dit pas « voilà ce qu'il m'a fait ». Elle dit plutôt « voilà ce que cela m'a appris ». Et cette nuance est capitale, parce que l'époque adore les procès, les camps, les verdicts. Elle refuse cette facilité. Dans cette posture, il y a quelque chose de profondément adulte. Accepter que deux personnes puissent s'aimer et échouer. Accepter que l'échec n'est pas forcément une faute. Accepter que le bonheur n'est pas une preuve et que la douleur n'est pas une humiliation. Ben Gibbard, de son côté, a toujours eu ce rapport presque artisan à l'émotion, la transformer en forme, mais se méfier des interprétations. Comme s'il avait compris très tôt que l'intime devient dangereux quand il est livré brut au public. C'est aussi une façon de protéger l'autre, même après, même quand tout est fini. Alors, que reste-t-il vraiment de leur histoire? Il reste un moment, une période, une tentative, un mariage court, oui, mais pas insignifiant. Il reste la preuve qu'ils ont cherché une forme de discrétion dans un monde qui récompense l'exposition. Et il reste une leçon, plus universelle que leur célébrité. Ce n'est pas l'intensité du début qui garantit la durée. C'est la capacité à se rejoindre jour après jour, même quand tout autour vous éloigne. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est que leur séparation n'a jamais servi d'arme. Personne n'a gagné publiquement. Personne n'a construit sa légende sur l'effondrement de l'autre. Et ce choix-là, dans une culture qui monétise les ruptures, est presque une résistance. Mais il ne faut pas idéaliser leur silence. Le silence protège, oui, et pourtant, il peut enfermer. Pendant longtemps, leur histoire a été un bloc muet, un chapitre refermé sans phrase finale. Zoé, en disant aujourd'hui qu'un divorce ne se surmonte pas comme un petit incident, redonne une vérité à ce chapitre. Cela a compté, et quand quelque chose a compté, il est normal que la mémoire le relise. À 45 ans, parler, ce n'est pas chercher une revanche, c'est chercher une cohérence. C'est se dire « je n'ai plus besoin de masquer ce qui m'a construite ». Parfois, le vrai courage n'est pas de révéler un scandale, mais de dire une évidence intime. On a fait de son mieux, et cela n'a pas suffi. Et peut-être que c'est là la fin la plus juste pour eux. Une fin qui ne juge pas, une fin qui n'invente pas de coupable, une fin qui laisse la place à la complexité, cette complexité que le public déteste, mais que la vie impose. On imagine alors deux trajectoires qui continuent, séparées, sans se croiser. Deux voix qui, chacune à sa manière, ont appris à vivre avec une cicatrice. Ce n'est pas romantique, c'est réel. Et dans un documentaire, le réel est souvent plus bouleversant que la fiction. Parce que l'amour n'est pas toujours un « pour toujours ». Parfois, c'est un « pour un temps ». Et ce temps-là peut suffire à vous transformer. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.